Famille, justice, enfance. Bienvenue dans Famille, Justice, Enfance numéro 102, une émission de deuil aujourd'hui. Pas de long discours, c'est juste que, un de plus, encore une fois, ça ne s'arrête jamais. La réalité de la France en 2022, c'est ça. Alors, je m'excuse de vous déranger, vraiment. C'est simplement pour vous exposer des faits. J'aimerais avoir en fait des conseils parce que je suis dans une situation très difficile que je ne maîtrise absolument plus du tout. Vous êtes les dernières personnes qui pouvaient peut-être m'aiguiller. Parce que en fait, je suis passé par toutes les administrations et j'ai pas réussi à avoir les réponses que j'attendais. Vous savez que c'est très compliqué pour avoir mes enfants depuis la séparation avec leur maman, donc 2012. En premier lieu, avec ma fille, ça a été difficile. Elle a plus voulu venir à la maison. Je suis passé plusieurs fois au tribunal. J'ai eu mes droits de visite traditionnels avec tout ce qui va avec, pension alimentaire, tout ça. Donc ces droits de visite au début étaient plus ou moins respectés, mais depuis maintenant le mois de septembre, Mathis, mon petit, avec qui j'étais très proche, très complice, veut plus venir non plus. Sa sœur dans un premier temps, donc il y a 2 ans, et là maintenant c'est Mathis. Il y a eu tout un tas de procédures, j'ai fait même des fois des demandes directement à mon ex, qui elle à chaque fois a appelé les gendarmes. La première chose qu'elle disait aux gendarmes, c'est oui allô, il y a mon ex-compagnon qui est pompier professionnel, qui est devant chez moi, il menace de casser ma porte, enfin bon bref, j'en passais des meilleurs, menace de me violenter, tout ça. Moi, je voulais juste des explications, tout simplement, et voir mes enfants. À chaque fois, les gendarmes sont venus, il y a eu un non-lieu. Sauf que, comme au bout d'un moment, le tribunal donnait les droits de visite traditionnels, et c'est les enfants, en fait, qui ont été manipulés. Donc, ça a commencé par Louane, la grande, qui a 15 ans, et maintenant, c'est Mathis, qui veut plus venir, parce que, d'après ce qu'il m'a dit la dernière fois, sa maman lui a dit que je m'occupais pas de lui quand il était petit. Aujourd'hui, je suis allé voir mon petit garçon jouer au basket. Donc, j'étais très content, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, ça faisait 3 mois. Donc, j'étais sur le côté, j'embêtais personne, j'étais tout seul, moi, tout seul. J'ai vu le petit, c'est-à-dire quand je suis arrivé, j'ai vu son sourire. À la fin du match, j'ai voulu aller lui faire un bisou pour lui dire au revoir. Ma fille, 15 ans, est intervenue devant tout le monde, m'a empêché de faire une mise à mon fils, juste pour lui dire au revoir et puis il fait féliciter de son match. Les gendarmes m'ont dit, la seule chose que vous pouvez faire éventuellement, c'est d'aller voir les matchs de basket pour voir votre fils avec un huissier constaté. Ça fait 10 ans que ça dure. Donc en 10 ans, j'ai pris 30 ans dans la ou si vous avez affaire à eux, dites-leur que leur papa les aimait et surtout que c'est des enfants bien. Voilà. Moi, je reconnais pas ma petite. Franchement, je ne reconnais pas ma fille. Ce petit-là, il demandait juste une chose, c'est que son papa, il lui fasse un bisou, il lui dise c'est bien, je suis fier de toi. Donc j'ai gardé des vidéos. J'ai vu qu'il était content que je sois là. Et voilà comment ça se finit. J'ai passé 15-20 minutes en or. J'ai envoyé des vidéos à certains d'entre vous. Regarde, c'est mon fils, il joue au basket, machin. Et voilà. Aujourd'hui, ça c'est fini, que je me fais insulter par une gamine de 15 ans. Tout le monde va voir mon ex. Ça va. Moi, personne n'est venu me voir. En me disant, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous avez un souci? Enfin, il y a quelque chose. Donc ça fait 10 ans. C'est possible que vous me retrouviez attaché à la grille de la préfecture en train de faire une grève de la faim pour tous ces papas qui souffrent de la même chose. Et ces mamans aussi, parce que d'ailleurs, certainement ça. Je vous dis, ça, je peux plus le vivre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si toutefois vous avez des conseils, je suis preneur. Je me suis un peu renseigné, on m'a parlé d'aliénation parentale, tout ça. Je suis en train de les chercher. 10 ans auparavant, 2002, séparation parentale. Louane a 5 ans. Début des tensions et des incompréhensions parentales judiciarisées. Elle commence à parfois ne plus voir son père. Durant des années, elle a reçu l'éducation de sa mère entravant son lien avec son père. Elle commence à ressentir ce qu'on appelle conflit de loyauté, soit ici un certain désamour de son père pour plaire à sa mère en contrepartie. C'est le niveau 1 de l'aliénation parentale. Si les statistiques sur les suicides sont rares, notamment en France qui concourt au palmarès mondial des taux les plus élevés, où la cause principale est l'aliénation parentale, plusieurs mères et pères partent quotidiennement, sans parler des enfants aliénés pour qui les passages à l'acte sont fréquents. Dans la nuit du lendemain de sa vidéo, dimanche 8 mai 2022, ce papa a l'air si sympathique, s'est donc suicidé. Quelle tristesse que ce fléau. Paix à son âme. Condoléances aux siens. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Monsieur Marc Juston, ex-JDE, ex-JAF, ex-président du tribunal, qui nous a expliqué la semaine dernière effectivement son parcours, sa définition de l'autorité parentale, qui était effectivement intéressante, avec la difficulté qu'a celle-ci à rentrer dans la société. Est-ce qu'on peut maintenant vraiment dire ce que c'est qu'une médiation familiale ?
Quel est son intérêt? Est-ce que c'est un intermédiaire? Est-ce que c'est un négociateur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est entre les deux? Est-ce que c'est un arbitre? Qu'est-ce qu'un médiateur, en fait? Alors, un médiateur, c'est un professionnel, il y a un diplôme d'état de médiateur familial, qui est là pour essayer de faire en sorte, dans un cadre neutre, essayer de faire en sorte que les parents essayent de renouer un dialogue ou d'établir un dialogue pour eux-mêmes d'abord, mais ensuite pour l'enfant. Travailler le conflit avant de travailler le litige. Essayer de voir comment les parents peuvent réfléchir à leur passé, pourquoi ils sont dans un état conflictuel tel qu'ils sont, et ensuite, à partir du moment où ce conflit a été parlé, évoqué, comment faire en sorte que les parents réfléchissent à l'avenir de leur enfant, dans l'intérêt de leur enfant et dans le souci du respect d'une coparentalité. La médiation familiale, vous voyez, a deux aspects. Travailler le conflit et ensuite travailler le litige. Ce qui est important dans une médiation familiale et qui pour moi est un des aspects essentiels de la médiation familiale, c'est la confidentialité. C'est-à-dire que tout ce qui va se dire en médiation familiale est confidentiel. Ça ne pourra pas être utilisé ensuite dans le cadre d'une procédure judiciaire s'il doit y avoir une procédure judiciaire, ce qui permet aux personnes d'être complètement libres dans leurs propos, dans ce qu'elles ont à se dire, avec le médiateur qui est là pour faire respecter un cadre, pour faire en sorte que les personnes se respectent mutuellement, quand elles ont quelque chose à dire, que l'autre écoute. Et ce qui est intéressant en médiation familiale, c'est l'écoute respectueuse de l'autre, même si on n'a pas le même point de vue, même si on a un ressenti différent. Chacun a son ressenti. Sont présents en même temps. Alors, d'abord, il peut y avoir un parent qui est entendu seul, et ensuite, les deux parents peuvent être ensemble. Il peut même y avoir des enfants qui peuvent être intégrés dans la médiation familiale. Et vous voyez, l'objectif, c'est de rechercher quoi? Rechercher la restauration ou la réhabilitation d'un dialogue entre les parents, avec un seul objectif, pacifier, rendre amiable la séparation, et surtout faire en sorte que l'enfant soit mieux. Et à partir du moment où l'enfant est mieux, forcément, les parents sont mieux. Et partir en médiation familiale des besoins de l'enfant et non pas des problématiques du couple. Moi, je crois qu'il est important, par exemple, vous voyez, en médiation familiale, tous les modes de résidence sont évoqués. Mais quand on parle mode de résidence pour un enfant, on doit d'abord partir des besoins de l'enfant. Alors, personnellement, je suis par exemple pour la résidence alternée. Mais ce qu'il faut dire, résidence alternée, paritaire ou non paritaire, et ce qu'il faut bien dire et avoir conscience, c'est qu'il y a des enfants qui sont bien dans la résidence alternée, et puis il y en a d'autres qui sont pas bien. Il faut simplement que les parents soient en capacité de discuter de l'intérêt de la médiation de la résidence alternée pour l'enfant. Moi, je connais des enfants qui subissent la résidence alternée alors qu'ils aiment leurs deux parents. Mais bon, il y a à un certain âge notamment, les enfants sont pas forcément bien dans la résidence alternée. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas en résidence alternée et qui seraient bien dans la résidence alternée. Et l'intérêt de la médiation familiale, c'est de faire en sorte que les parents échangent sur quels sont les besoins de l'enfant, quel est le ressenti de l'enfant, qu'est-ce qu'il vit, et surtout, les parents aient vraiment conscience que l'enfant, il aime autant mère, et que bon, c'est pas parce qu'il aura pas une résidence alternée qu'il aura moins celui qui ne bénéficie pas de la résidence alternée. Oui, l'avantage de la résidence alternée, c'est de garder le lien jusqu'à l'adolescence, sinon l'un des parents disparaît et puis on rentre dans cette proportion énorme de parents qui perdent le contact avec l'enfant lorsqu'ils ont vraiment très peu de liens, que ce soit un papa ou une maman. Mais je crois qu'il faut toujours partir de l'enfant. L'adolescence, après, l'adolescent il commence à parler et s'exprimer, mais pour les enfants en bas âge, s'il n'y a pas de RA, il peut y avoir des ruptures de liens. Et vous savez, il y a ça réussit bien d'ailleurs. Il faut essayer de trouver un système intermédiaire pour certains enfants entre la résidence alternée 50-50 et résidence chez un parent et un week-end sur deux, moitié des vacances scolaires. Moi, je suis très souvent pour certains enfants pour la résidence alternée non paritaire. C'est-à-dire que, l'enfant n'est pas forcément toute la semaine chez un des parents, mais le week-end est forcément rallongé. Et encore une fois, moi, je trouve que nombre d'enfants sont bien dans la résidence alternée. Il faut d'abord y penser, Il faut d'abord penser résidence alternée. Les stats sont excellentes, Ils ont de meilleurs résultats à l'école que les enfants qui sont en garde classique élargie, si on peut dire. Oui, mais ce qu'il faut vraiment avoir conscience, c'est qu'une résidence alternée avec des parents qui s'entendent bien, ça fonctionne bien. Mais une résidence alternée avec des parents qui s'entendent pas, ça fonctionne difficilement. Alors c'est tout. Par contre, donc, comment rétablir le dialogue entre les parents? Par rapport à ça, si vous voulez, l'école fait tampon, la résidence alternée est un pacificateur. Elle oblige les parents à s'entendre et elle évite les passages de bras et les rapports de force. Et éviter les rapports de force dans un conflit, c'est déconflictualisant. Oui, mais vous avez des parents en résidence alternée qui ne se parlent pas? Oui.
vous avez beaucoup de parents en résidence alternée qui subissent en la Europe résidence du Nord, alternée. si vous voulez, le parent qui ne joue pas en Europe du Nord, le parent qui ne joue pas le jeu est sanctionné. Si vous voulez, on ne peut pas non plus en permanence donner raison à la personne qui conflictualise ou qui sabote. Il faut aussi protéger l'environnement de l'enfant et quelque part pousser les gens à positiver et à fonctionner puis à jouer le jeu pour l'enfant. Oui, mais vous avez des parents qui ne sont pas forcément négatifs pour les enfants, mais qui ne parlent plus à l'autre parent. Et bon, la médiation familiale permet au moins de rétablir un dialogue. Bien sûr. Et moi, je cite toujours 2 exemples dans les interventions que je fais. Il y a un exemple, c'est l'exemple de la publicité Ikea. Publicité Ikea, je sais pas si vous le connaissez, les parents sont séparés, ils ne se parlent plus, et l'enfant est en résidence alternée. Chacun des parents a acheté une cuisine, super Ikea, de manière à faire de super bons plats à leur enfant. Quand l'enfant, questionné par son père pour savoir ce que sa mère lui fait comme plat, il dit des pâtes. Et réciproquement, quand l'enfant est questionné sur ce que la mère lui fait comme vous voyez, je crois que je vais passer un résidence alternée, mais les parents ne se parlent pas, il n'est pas forcément bien. Et alors, un autre exemple, et qui fait tilt et qui la plupart du temps amène les parents à les réfléchir en médiation familiale, c'est un livre que vous devez connaître de Jean-Denis Brodin, qui s'appelle Un enfant sage. Vous avez un enfant qui a 11-12 ans, qui a des parents qui ne se parlent pas, il y a l'enfant du père, l'enfant de la mère, et l'enfant a des super résultats scolaires, mais à 12 ans, il se suicide. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de dialogue entre les parents. Alors, il y avait un partage relativement égal entre le père et la mère, mais l'enfant n'était pas bien parce qu'il vivait très mal le divorce et la séparation de ses parents à partir du moment où ses parents ne dialoguaient pas. Et il y a une étude récente qui a été faite sur les séparations et sur les divorces qui dit que c'est pas le divorce, c'est pas la séparation des parents qui pose problème aux enfants, c'est le conflit existant entre les parents. C'est la dissonance éducative, on m'a expliqué ici. La dissonance éducative et les conflits existants entre les parents. Quand les parents se parlent, dialoguent, quel que soit le mode de résidence, ça se passera bien pour l'enfant. Par contre, à partir du moment où les parents ne dialoguent pas, sont dans le conflit et l'enfant vit ça, le divorce, la séparation, quel que soit le mode de résidence, il vivra ça très mal. Donc, vous voyez, l'objectif pour moi, c'est d'essayer d'établir un minimum de dialogue entre les parents pour que, quel que soit le mode de résidence qui aura été évoqué par les parents, le mode de résidence se passe bien pour l'enfant et que l'enfant soit bien. Voilà, c'est tout. Mais attention, c'est un idéal. Mais cet idéal doit être atteint dans les 6 premiers mois de la séparation. Si vous laissez partir en vrille le conflit et que le conflit perdure, je vous garantis que on demande aux tribunaux de rétablir une situation, c'est très 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 difficile. Dès qu'une emprise, un conflit de loyauté, une aliénation se sont établis, je vous garantis que quelle que soit la décision prise par le juge, même si on veut punir le parent qui ne collabore pas, je vous garantis que les décisions auront du mal à être bénéfiques pour l'enfant. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. La question qui se pose maintenant, c'est que fait-on lorsque justement l'un des 2 parents refuse la médiation et dans une espèce de vendetta, en fait il y a un parent qui essaie de jouer le jeu, l'autre qui essaie de ne pas jouer le jeu. Est-ce que la médiation est possible? Et si elle n'est pas possible, que faut-il faire? Alors, la médiation n'est pas possible quand l'un des 2 parents la refuse. Mais le juge peut en tirer les conséquences. C'est-à-dire que si c'est le parent qui manifestement, au bout de dossier, mène la danse pour que le conflit perdure, le juge peut en tirer les conséquences sur l'enfant. Sur le parent qui se comporte de cette manière. Mais vous savez, c'est très difficile. C'est très difficile de statuer dans les dossiers conflictuels. Je vous garantis qu'on demande à des magistrats d'être des surhommes ou des surfemmes. Je vais vous dire une chose, et je crois que c'est très souvent méconnu de la part du public et des acteurs de la société. La vérité judiciaire, ça n'existe pas. Dans un dossier conflictuel, vous pouvez décider dans un sens ou dans l'autre en fonction de la sensibilité du magistrat, en fonction du ressenti du magistrat, en fonction de son vécu, en fonction de sa manière d'être. L'aléa judiciaire, c'est une vraie réalité. Moi, je me suis occupé à une certaine époque de formation et je soumettais le même dossier conflictuel parental entre un certain nombre d'auditeurs de justice et 10 auditeurs planchaient sur un dossier conflictuel. Chacun des parents souhaitait la résidence de l'enfant et la résidence alternée été évoqué. À la fin, c'est le dernier résultat, vous aviez 5 résidences à la mère, 3 résidences au père et 2 résidences alternes. Tout simplement parce que on pense qu'un magistrat est un ordinateur. Mais non, la vérité judiciaire, ça n'existe pas. Vous avez le droit, mais vous avez après le dossier et l'interprétation que chacun fait de ce dossier, en fonction de son vécu, de son ressenti, de sa manière d'être, de ce qu'il vit et de sa conception de l'intérêt de l'enfant aussi.
on ne peut pas, les décisions peuvent être différentes en fonction du JAF que vous avez. Et ce qui m'a amené à la médiation, c'est cet aléa judiciaire. Moi, j'ai du mal à concevoir qu'on donne au magistrat, quelles que soient ses qualités, quelle que soit sa formation, l'avenir d'un enfant, parce que l'avenir d'un enfant sera différent selon qu'il réside chez sa mère, chez son père ou en résidence alternée. Comment faire en sorte que ce soit les parents qui décident de l'avenir de leur enfant? Quand on voit qu'on s'occupe de nos enfants et de nos familles, de nos petites têtes blondes, là, il est aussi normal qu'il y ait une attente dans la population, qu'on demande à ce que les gens fassent correctement leur boulot, déjà, si possible, et puis surtout qu'il y ait des résultats. Et quand on voit que les résultats sont impossibles à atteindre par un espèce de staccanovisme imposé par l'État, enfin par le système, qui empêche en fait les gens d'être véritablement performants, après il y a effectivement des gens qui se plaignent. Nous, on se place dans une position effectivement où il y a énormément de gens qui n'arrivent pas à avoir leurs enfants, ou qui n'arrivent pas à être un éducant, un transmetteur de valeurs par rapport à leurs enfants, et effectivement après ils regardent l'institution et puis ils disent mais pourquoi est-ce que je ne peux pas, alors que au niveau des lois, au niveau des théoriciens, au niveau des spécialistes, ils disent tous que je devrais pouvoir. Pourquoi je ne peux pas? Peut pas pour diverses raisons qu'on a plus ou moins évoquées. D'abord, vous avez parlé du staccanoviste judiciaire. C'est vrai que un juge, un JAF, un bon JAF est d'abord un juge quantitatif. La qualité, en 11 minutes, franchement. On peut pas exactement 11 minutes. Deuxième point, l'immense majorité des JAF ne sont pas forcément formés à faire cette activité de JAF, qui n'est pas une fonction spécialisée. Vous voyez, faut vraiment distinguer les magistrats spécialisés et les magistrats non spécialisés. Un juge des enfants, par exemple, c'est un magistrat spécialisé qui a choisi cette fonction. Un juge d'application des peines, un juge d'instruction, ce sont des magistrats spécialisés. Un juge d'affaires familiales est un juge non spécialisé à qui on a confié la fonction de juge d'affaires familiales. C'est quelque chose qu'on fait en début de carrière ou en début de carrière, vous sortez par exemple de l'école nationale administrative, vous choisissez votre poste et vous avez soit des fonctions spécialisées, juge d'enfants, JAP, juge d'instruction, soit la fonction de juge. Et quand vous arrivez dans votre juridiction, c'est le président de la juridiction qui va vous confier une activité au tribunal correctionnel, une activité dans un contentieux civil ou une activité de juge d'affaires familiales. Et trop souvent, c'est le dernier arrivé qui, dans le tribunal, se verra confier la fonction de JAF, étant entendu qu'il y a une polyvalence très importante de la fonction de JAF. La plupart du temps, dans les juridictions, la moitié des JAF changent de poste en septembre-octobre lors de la mutation des magistrats. Tout simplement parce que la fonction de JAF dans la magistrature n'est pas valorisée et qu'il n'y a pas de formation pour être spécialisé dans cette fonction. Sincèrement, je trouve que l'école nationale de l'administrature joue un rôle important, mais elle n'est pas à la hauteur, cette formation, de ce que doit être une fonction de JAF. Par exemple, la formation n'est pas identique à celle du juge d'enfant. Un juge d'enfant, il est super formé quand il sort. Et puis, il a demandé ce poste. Tandis que la plupart des JAF n'ont pas forcément demandé ce poste. Ils vont attendre dans la juridiction pendant 2 ans ou 3 ans pour pouvoir passer le relais ensuite à un autre collègue plus jeune qui va arriver dans la juridiction. Vous voyez, c'est pas une fonction valorisée, c'est pas une fonction très reconnue, et c'est une fonction, malheureusement, entre guillemets, mais il faut surtout pas mal considérer ce mot, on fait quand même de l'abattage. C'est une réalité. Oui, mais alors que si notre société, je veux dire, le mode de fonctionnement occidental, contemporain, la recomposition fait que nous avons besoin d'intervenants dans nos familles qui soient performants, spécialisés. On a besoin de ça au niveau sociétal. Et on aurait besoin de création de postes dans la magistrature, justement, pour exercer pleinement, beaucoup plus pleinement, la fonction de JAF. Or, les budgets de l'État étant ce qu'ils sont, on pense plutôt à, quand on crée des postes de magistrats, à créer des pénalistes, des magistrats pour la correctionnelle ou des juges d'instruction, des parquetiers, et pas des juges qui exerceraient les fonctions de JAF. On a l'impression que quand on parle de déjudiciarisation, actuellement, on va quand même vers la déjudiciarisation, faire en sorte que ce soit les personnes elles-mêmes qui essaient de réfléchir à leur séparation et le juge intervenant le moins possible. Voilà. Oui, parce que ça c'est une question que je vais vous poser effectivement après. Le système judiciaire, c'est un environnement, c'est un écosystème, c'est aussi une machine d'argent. Il y a aussi les avocats. Quand on doit divorcer, l'avocat est obligatoire. Alors, l'avocat ami ou ennemi du point de vue du JAF, du point de vue de l'ancien président du tribunal expérimenté, l'avocat, il fait du bien aux familles? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il y a de tout dans les avocats. Il y a des avocats spécialisés qui essaient de faire le maximum pour faire du bien. Et puis vous avez beaucoup d'avocats non spécialisés qui traitent le divorce comme une affaire. Vous êtes par exemple garagiste et vous avez un contentieux avec un client. Vous avez votre avocat que vous avez l'habitude de contacter pour ce type d'affaires. On vend des actes. Et si vous divorcez, vous avez
vous allez contacter le même avocat. Or, cet avocat ne sera pas forcément adapté, formé pour traiter la problématique du divorce ou de la séparation. Qui manque dans l'avocature, c'est la même chose que pour les JAF, c'est-à-dire une formation de tous les professionnels qui s'occupent des divorces et des séparations, et non pas des généralistes. On ne doit pas être généraliste quand on fait des affaires familiales, qu'on soit avocat ou JAF. Et moi, je trouve que c'est vraiment un gros manque dans ces activités. Après, cela peut se comprendre. On engage quelqu'un, on le paye cher, ce sont des factures à 4 chiffres, qui peuvent monter à 5. On lui demande de travailler pour nous, puis on lui demande des résultats. Donc forcément, après, il y a, de manière mécanique, s'installe un certain climat quand même. Moi, je veux pas jeter la pierre sur les avocats. Je trouve qu'ils font un métier difficile, mais c'est vrai que je trouve que le système judiciaire dans sa globalité n'est pas fait pour apaiser l'immense majorité des séparations et des divorces. Qu'au contraire, le système judiciaire est là pour amplifier un conflit et faire en sorte que les conflits demeurent et perdurent. Ouais, et on en revient à la première partie, effectivement, de l'émission de la semaine dernière, où il faudrait peut-être déjudiciariser ce qui peut l'être, de manière à se concentrer sur... Et prendre du temps avec des vrais professionnels sur ce qui est, vraiment mérite... En accordant de l'importance au début du conflit, bien sûr. Ouais. Parce que il faut bien reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui se séparent et qui divorcent en bonne entente, en parents responsables, et qui pensent à l'intérêt de leur enfant. Ah oui, nous avons appris, depuis 40 ans, nous avons appris, nous sommes tous enfants de divorcés, ou nous connaissons tous un enfant de divorcé, nous avons vu les grosses bêtises qui ont été faites autour de nous et leurs conséquences, donc on a plus ou moins appris, et on gère entre nous, on va dire, beaucoup mieux qu'il y a quelques dizaines d'années. Mais il reste un pourcentage de choses qui sont inacceptables et qui détruisent des enfants et qui détruisent des parents. Et c'est vrai que par rapport à chaque enfant, par rapport à chaque famille, moi je dis toujours, il faudrait faire du cas par cas, du sur-mesure et pas du prêt-à-porter. C'est pour ça que moi je suis très pro-médiation familiale. Au moins dans une médiation, les parents réfléchissent à leur enfant et non pas à l'enfant des autres. Comment bien fonctionner avec son propre enfant dans le cas d'une séparation, après avoir travaillé le conflit et pensé à un mode de séparation adapté aux parents et surtout à l'intérêt de l'enfant. C'est comme vous avez possible, le nombre de cas où nous avons essayé dans les permanences ou dans l'affaire personnelle de dire il faut arrêter ça maintenant que ça prenne de l'ampleur, et puis les gens en face nous répondaient non, c'est pas comme ça qu'on fait, on va aller au tribunal avec des avocats et on va se battre. On pense trop judiciaire. Vous savez, moi je pense qu'avant de penser judiciaire, il faut penser. Moi je dis médiation, mais ça peut être un autre mode pour que les parents essayent de réfléchir entre eux à leur séparation. Il faudrait penser qu'il y a une réunion, en tout cas des séquences données aux parents pour qu'ils réfléchissent à leur séparation avant de judiciariser. Vous avez l'impression que l'État cherche, la magistrature cherche à optimiser cet environnement des tribunaux civils, ou ils sont un peu laissés comme ils sont? Le problème, c'est que l'État actuellement n'a pas les moyens à la hauteur de la justice civile et notamment de la justice familiale. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il déjudiciarise, et le système actuellement est entre les mains des avocats. Il faut bien être réaliste. Et vous avez des avocats qui sont belliqueux, vous avez des avocats qui ne sont pas belliqueux. Bon, la plupart pour moi ne le sont pas. Mais bon, vous avez quand même un bon tiers, comme dans toute corporation, vous avez des personnes qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de faire gagner leurs clients sans autre réflexion. Et vous avez aussi, quand vous côtoyez des avocats, vous leur dites avec celui-là, on sait ce que ça va fonctionner, on va pouvoir discuter. Puis un autre avocat, avec celui-ci, on va pas pouvoir fonctionner, donc on va aller au combat. C'est le problème de la diversité de la profession judiciaire, d'avocat. Vous avez tout. C'est comme le médecin. Et puis vous êtes client et que vous avez envie que ce soit belliqueux, que ce soit adversaire, et que vous allez voir un premier avocat qui va être consensuel. Le client va pas rester chez cet avocat. Il trouvera toujours un avocat belliqueux qui ira soutenir sa cause, même si sa cause n'est pas adaptée à l'intérêt de l'enfant et à l'intérêt de la coparentalité. C'est la grosse difficulté, le choix de l'avocat. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Marc Juston, JAF, JDE, président du tribunal, expérimenté, médiateur. J'aimerais maintenant, si vous me permettez, Monsieur Juston, que nous parlions d'égalité homme-femme dans un écosystème qui est parfois un peu critiqué à ce sujet. Est-ce que vous pensez vraiment que l'approche des résolutions des conflits familiaux, la garde d'enfants, lorsque éventuellement le conflit familial va dégénérer pour aller jusqu'au juge des enfants et autres, est-ce que vraiment l'institution respecte la place des deux parents, ou est-ce qu'il y a une idéologie qui existe encore dans cette institution?
Alors, moi, j'ai fait un article il y a quelque temps, ça doit faire 2 ans, sur la résidence de l'enfant et le père. La problématique. On commence à sortir les mots genrés, là, déjà. Oui, genrés. Et je me disais, parce que on lit toujours, les JAF privilégient les mères pour la résidence de l'enfant et que le père n'est pas souvent, ne soit pas souvent confié la résidence des enfants. Le problème, c'est quand on part des statistiques amiables, c'est-à-dire des divorces amiables, des divorces d'accord, et qui constituent 75% des procédures des divorces, on constate que la résidence des enfants est essentiellement, sur 75% des divorces, des résidences des enfants sont confiées à la mère. Et quand on voit les divorces, on constate les statistiques sur les divorces conflictuels, c'est la même proportion, c'est-à-dire des décisions prises par les JAF. Je crois que moi j'ai des chiffres, si vous voulez. J'ai des chiffres qui viennent du ministère. Ouais. En cas de désaccord sur la modalité de garde, le père voit avoir la garde. Chez le père, ça représente 8% des divorces contentieux en 2012. On a du mal à l'avoir. Et combien de résidences alternées ? Alors, alternées 13, chez la mère 75, chez le père 8. Ce qui veut dire en fait que quand le père demande la garde, parce que ça comprend les adolescents qui imposent leur point de vue, ça comprend les mères dysfonctionnantes, quand le père demande la garde en situation conflictuelle, il ne l'a que dans 8% des cas. Oui, ça signifie ça en fait. 8% des cas et la résidence alternée dans 13% des cas. 13, tout à fait. Oui. C'était 13. En 2012, donc, en sachant qu'il y a une baisse de résidence alternée durant le dernier quinquennat. On a constaté. Donc ça fait 21%. Tout à 8 fait. et 3 ans, ça fait 21%. Ça fait 21%, mais la résidence alternée baisse parce que autant là, cette statistique-là qui date c'est une étude, SDSE, enquête sur décision gère résidence des enfants 2003 et 2012, source ministère de la Justice. Celle-là, on n'en a pas de plus récente vraiment. On a beaucoup parlé ici sur cette antenne de statistiques et par contre, on a les stats de la résidence alternée qui, elles, dans le pays, ont baissé depuis ces dernières années. Oui, ça baisse. Oui. Ça baisse. Ça va dans le sens de ce que je vous dis. Simplement, quand les parents se séparent à l'amiable, dans l'immense majorité des situations, la résidence principale des enfants est confiée à la mère. Alors, pourquoi ? Pourquoi voudriez-vous que dans les situations conflictuelles sur lesquelles le JAF va statuer, ça ne soit pas le reflet de la statistique, de la statistique consensuelle? Moi, je critique pas. Je veux dire, si j'anime des permanences, c'est que je constate certaines choses. Si vous voulez. Oui, non, mais bon. Ça tient de la caricature parfois. J'ai un exemple encore d'il y a quelques jours où le JAF a attribué au père une pension alimentaire de 50% plus élevée que ce que demandait la mère. Comme ça, uniquement, sans aucune théoriquement, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, théoriquement. Mais il n'a pas le droit. Il l'a fait. Puis c'est super courant. Et puis je voudrais avoir la garde de mon enfant parce que j'estime que madame est étrangère ou alors elle n'a pas la même éducation ou alors qu'elle n'a pas le temps, qu'elle sait pas faire ci. Vous dénigrez madame et c'est madame qui va s'occuper des enfants et puis monsieur va passer pour un dénigrant et on se retrouve papa popcorn 4 jours par mois et c'est embêtant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Moi, je voudrais pas faire le procès des JAF, parce que non, simplement, je veux leur dire, je veux dire simplement proposer un petit peu après. Oui, je veux dire au départ simplement que ce qui serait nécessaire, c'est qu'on spécialise les JAF. D'abord, qu'ils soient mieux formés. Parce que quand vous êtes magistrat de passage, que vous faites du JAF uniquement parce que il y a une vacance de poste et en attendant et que vous souhaitez avoir une autre activité, vous ne pouvez pas être un bon JAF. Ça, c'est une réalité. Oui, comprenons-nous bien, forcément, de par l'environnement et les circonstances d'où nous parlons, on se situe. Quand ça se passe mal, il est évident que c'est de ça. Toutes les situations où ça se passe bien, on n'en parle pas. Exactement. Moi, je vous donnerai des noms des JAF, certains JAF qui sont extraordinaires, qui sont motivés, qui rendent des décisions vraiment réfléchies dans l'intérêt des enfants et des parents. Ça existe. Moi, j'en ai rencontré. Je ne veux pas être modeste, mais j'ai essayé d'être dans ce cadre-là personnellement. Mais bon, pour l'immense majorité des JAF, il y a peu de recul, peu d'expérience, peu de formation, et après on se retrouve dans ces situations dramatiques pour les enfants. Et alors, c'est un constat, c'est tout. Je dis qu'il faudrait que le système judiciaire soit différent. Voilà, c'est tout. Et que la formation des JAF soit différente pour que les JAF appréhendent peut-être beaucoup mieux les situations de JAF et que ce ne soit pas des JAF de passage ou simplement dans l'attente d'un autre poste qui s'occupe de la résidence des enfants. Vous savez, il y a un premier président de la Cour de cassation qui disait qu'un JAF a plus de pouvoir qu'un premier président de la Cour de cassation. C'est vrai que décider de la résidence d'un enfant, c'est quand même autrement plus important. Puis la vie de l'enfant,
pas la vie de la famille, et surtout la vie de l'enfant sera complètement différente selon vous statuez sur la résidence à la mère, au père ou en résidence alternée. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de JAF qui n'en ont pas forcément conscience, et beaucoup de parents aussi qui n'en ont pas forcément conscience. Je crois que il faut jeter la pierre peut-être aux JAF, mais aussi il faut faire en sorte que les parents réfléchissent à essayer de concevoir leur séparation autrement que dans le conflit. Il faut être deux, effectivement, il faut être deux. Quand vous en avez un qui veut pas y aller, c'est sûr que... Non, mais la société française est constituée, produit majoritairement des familles monoparentales féminines. C'est un modèle de société qui est en place depuis plusieurs dizaines d'années. Forcément, la gestion des séparations est impliquée. Et si on produit en permanence des mères isolées avec des pères payeurs de pension alimentaire, c'est qu'il y a des habitudes qui se sont mises en place. Et je vois bien que vous voulez pas forcément, que c'est difficile de dire que c'est un tel ou un tel qui a tort, mais on est obligé de dire que nous ne sommes pas dans un traitement égalitaire des conflits.